Les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour agir. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. Acteur du journalisme politique et social, mon invité aujourd'hui commence au Liban en 1960 ou jusqu'en 1966. Il est rédacteur en chef culturel de L'Orient le jour. Il a été ensuite co-rédacteur en chef de Jeune Afrique, grand reporter à la section Vie moderne de l'Express entre 1968 et 1974. Il partage ensuite sa plume au gré des événements dans le monde, Libération, Le Nouvel Observateur, Globe, Playboy et lui dont il fut rédacteur en chef entre 84 et 85. Éditorialiste à l'Événement du jeudi et à France Soir, il a été aussi directeur de la rédaction de ce même journal de septembre 2003 à novembre 2004. De nombreuses responsabilités lui ont été données. Et mon invité aujourd'hui, vous le connaissez particulièrement, étant donné que vous l'écoutez sur les ondes de Sud Radio tous les jours, du lundi au jeudi, de 12h à 14h dans son émission Berkoff dans tous ses états. Les amis, vous l'aurez reconnu, j'ai l'honneur, le plaisir de recevoir aujourd'hui l'immense journaliste, écrivain André Berkoff. André Berkoff, bonjour, bonjour. Bonjour Emmanuel. Soyez le bienvenu et merci de me recevoir pour discuter de manière simple, philosophique, sur tant de sujets qui vont nous intéresser. Je voudrais tout d'abord commencer par une citation du philosophe Bergson, qui se présentait de la manière suivante. « Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Voilà ce que j'essaie de faire tous les jours. » Et vous, André Berkoff, qui êtes-vous? Écoutez, cette phrase de Bergson sonne au coin du bon sens. Moi, j'essaie en tout cas, je n'ai pas l'ambition d'être Bergson, loin de là, mais j'essaie d'avoir une cohérence, et c'est fondamental chez moi, entre le dire et le faire. Vous voyez, vous parlez de la pensée et l'action. Ce qui me paraît le plus déplorable aujourd'hui, c'est les gens qui disent « Attendez, surtout ne faites pas ce que je dis et ne dites pas ce que je fais ». En fait, cette espèce de, je ne dirais pas de schizophrénie, mais cette espèce de dissociation à la fois hypocrite et à la fois cynique de gens qui s'affichent d'une certaine manière, mais dont la vie dément totalement leurs paroles, leurs dires et leurs mots, me paraît l'une des tares d'aujourd'hui. Donc j'essaye, encore une fois, d'être cohérent entre ce que je pense et ma vie. Et j'espère y être à peu près arrivé. Superbe. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, simplement, pour vous, selon vous, et non pas comme les autres vous voient, quelle est votre plus belle qualité? Écoutez, je dirais que je suis assez heureux d'avoir deux choses. J'espère encore une fois cette cohérence dont je vous ai parlé. Et l'amour de la vie. L'amour de la vie, l'amour de l'intensité, l'amour de vraiment de la fraternité, l'amour de l'amour. Et l'amour, si vous voulez, de voir cette vie extraordinaire. J'ai eu la chance aussi de vivre une vie plutôt, enfin jusqu'ici, agréable. Et encore une fois, je suis privilégié de ce point de vue-là, mais surtout, si vous voulez, le côté d'être à la fois en bon terme avec les mots, parce que l'écriture et le langage, c'est pour moi fondamental. Et puis deuxièmement, encore une fois, d'être assez en accord avec mes actes. Si vous voulez, c'est vraiment très fondamental chez moi. Donc voilà, si j'avais à me caractériser, je ne sais pas si ce sont des qualités ou pas, mais en tout cas, j'essaye de tendre toujours vers ça, depuis toujours, et encore aujourd'hui et demain. C'est extraordinaire parce que vous parlez de la vie, vous êtes un amoureux de la vie. Votre profession en tant que journaliste vous permet peut-être de l'être encore plus et de voir aussi les faiblesses de la vie. Quelle définition donnez-vous du journalisme et du journaliste? Ah, vaste question. Alors là-dessus, il faut être très très précis. Je crois qu'il n'y a pas le journalisme, il y a des journalismes. Dans sa acception la plus haute, le journalisme, c'est ce que dit Albert Londres, c'est de mettre la plume dans la plaie. Le journalisme doit être d'enquête et d'avoir, vous savez, il n'y a que les charlatans qui ont réponse à tout.
Moi, je le dis souvent, mon credo, c'est d'avoir question à tout. Je ne prétends absolument pas connaître tout, ce serait grotesque. Mais moi, si vous voulez, devant tout ce qui se passe dans notre vie, toutes je dirais, les méga événements qu'on a connus, ne fût-ce que ces 3 dernières années, du Covid à la guerre en Europe, en passant par le réchauffement climatique et autres choses, eh bien, j'ai envie de savoir. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas général, ni de Platon, ni d'autres. Je ne suis pas climatologue, mais j'essaie de me renseigner et surtout, j'essaie d'avoir autre vertu fondamentale pour moi, l'esprit critique. Parce que si on n'a pas l'esprit critique, vous avez l'esprit de secte, vous avez l'esprit d'embrasser, vous savez, telle idéologie, et vous avez la passion de l'étiquette. Or, je dirais que l'étiquette, c'est la béquille des neurones. L'étiquette, la classification, et la jambe de bois et le cache-sec de la pauvreté intellectuelle. Il faut être ouvert, ça ne veut pas dire tout adopter, ça ne veut pas dire tout accepter, au contraire, mais au moins se renseigner, étudier, creuser, de façon à essayer de séparer le bon grain de l'ivraie. Alors, votre réflexion me permet de faire un parallèle avec celle d'Hannah Arendt, qui a cette même réflexion, je la cite: « Le journalisme est le signe et l'exercice d'une responsabilité de la pensée. » Tout à fait. Vous savez, c'est Nietzsche qui disait en 1888, je crois, vous voyez, ça n'est pas nouveau. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours, une phrase que j'ai lue il y a des années. Nietzsche disait: encore un siècle de journalisme et les mots eux-mêmes se mettront à puer. Ah oui. Oui. Il a dit ça, et d'autres ont dit des choses plus vulgaires, Blanche Gardin et d'autres, mais très jolies. C'est-à-dire que le journalisme en tant que tel, comme tous les métiers, tous les métiers ne sont pas une garantie ni de compétence, ni de pureté, ni de bons points. Vous pouvez exercer le journalisme de façon lamentable, en étant ce que j'appellerais, soyons un peu vulgaires, un larbin, c'est-à-dire soumis au doxa, soit de l'actionnaire, soit de la pensée unique, soit de se faire bien voir par ses pairs, je parle pairs, P-A-I-R-S, bien sûr. Soit vous avez, et c'est pour ça que moi je ne dis pas les journalistes, il y a des journalistes, il y a beaucoup de journalistes qui font très bien leur boulot, qui vont enquêter, qui vont voir, qui sont courageux, qui prennent leurs responsabilités, et puis d'autres qui préfèrent, vous savez, suivre le courant. Oui. Ce que j'appelle, parce qu'il se part toujours des vertus résistantes, ce que j'appelle les Jean Moulin avant. Oui. Voilà. Mais alors cette responsabilité qu'Hannah Arendt parle, dont vous parliez à l'instant, pourrions-nous dire, peut-être affirmer, que le journaliste est responsable, et c'est une question que je vous pose, est-il responsable du présent ou responsable du futur? Il est même responsable du passé. Vous savez très bien qu'en ce moment de woke et de cancel culture, ils n'ont pas lu Marx, mais ils disent du passé faisons table rase. Hein. Et vous savez très bien ce travail de Karcher, imbécile et grotesque, qui tente, heureusement ils n'ont pas triomphé, de ce passé. Oui, il est responsable, c'est-à-dire que vous êtes responsable de ce que vous transmettez. Le journaliste est un haut-parleur, au sens littéral du terme. Donc vous transmettez des choses, eh bien vous avez intérêt à être responsable de cela. Et vous savez, quand des gens me disent « oui, mais il faut bien vivre », vous savez, bon voilà, j'ai femme, enfant, ou j'ai homme, enfant, etc. Et, eh bien vous savez, ça me rappelle une phrase d'un secrétaire de Sartre qui s'appelait Jacques-Laurent Bost, qui a dit « j'ai travaillé 3 semaines pour France Dimanche, il faut bien vivre, mais au bout de 3 semaines, je n'en voyais plus la nécessité. » Ça voulait Donc dire. voilà. Oui. Ça veut dire, ça dépend où vous placez le curseur. Encore une fois, moi je ne fais pas jugement moral, je ne jette la pierre à personne. Chacun est responsable de sa vie, il n'y a pas de jugement à avoir sur la vie des autres. Mais essayons d'être quand même un tout petit peu à la hauteur de ses pensées, ou même de ses arrière-pensées. Ou alors ne discutons de rien, mais surtout pas, s'il vous plaît, de grâce, de leçons de morale à faire aux autres. Voyez. Oui. Balayez toujours devant votre porte et n'oublions pas la paille et la poutre. Ce que beaucoup de gens oublient aujourd'hui. Oui, mais alors en parlant de responsabilité morale, quelle est la part de vérité, de véracité
que doit avoir un journaliste. Mais elle doit être entière. Oui. Il n'y a pas la part. Et Non. comment doit-il... Ah ben, il n'y a pas de part, si vous voulez, de ce point de vue-là, où vous êtes, où vous avez, quand vous parlez, en tout cas une conviction, vous pouvez vous tromper, moi Oui. je me suis sûrement trompé, mais au moins vous avez une conviction de ce que vous dites et ça approche le plus de la vérité. Donc ce n'est pas ma part de vérité qu'il faut avoir, c'est ma conviction, mais étayée non pas sur une croyance sectaire et une adoration de l'ordre du temple solaire, Oui. mais sur une véritable enquête, travail, étude, approfondissement d'un certain nombre de données qui existent et qui sont à la portée de beaucoup de monde, sinon Oui. de tous. Donc voilà, pour moi, c'est ça qui est le plus important. Je crois qu'il y a des vérités, vous savez, il y a ce que j'appellerais, le mot de vérité est un peu ambigu parce qu'il Oui. il charrie beaucoup de connotations enfin religieuses, ou en tout cas, moi je crois qu'il y a le réel. Et vous savez, je dis toujours, je le dis à la radio, je le dis ailleurs, en fait le réel frappe à la porte. Et là il y a deux attitudes, où on bouche portes et fenêtres, et yeux et oreilles, en disant non, ne me parlez pas de ça, et vous voyez très bien, vous n'avez qu'à regarder autour de vous, en disant circulez, il n'y a rien à voir, ou, eh bien, le réel fera la porte, et vous ouvrez, vous essayez de comprendre ce qui se passe. Sinon, à un moment donné, et ça on l'a vu dans l'histoire, c'est pas nouveau, le réel enfonce la porte, et quelquefois le vent peut souffler très fort. Oui, c'est ça. Donc finalement, le réel, c'est... Il y a de toute façon une part du réel, on part de la réalité pour réfléchir. Mais cependant, Voilà. quelle est la part d'interprétation d'une réalité? Ah ben, elle est là, la part d'interprétation, c'est évident. Encore une fois, il ne s'agit pas juste de dire j'ai la réalité, j'ai raison, et vous êtes tous... L'imbécilité, c'est ça. Il dit voilà ma conviction. Voilà ma conviction étayée sur un certain nombre d'études, de travail que j'ai fait sur moi-même et sur ce que j'ai lu, entendu et vécu. Après, je ne dis pas que j'ai la vérité révélée. Oui. Je ne me prétends pas comme le prophète venu sur le mont Sinaï ou sur la montagne égrener mon sermon. Je vous donne, moi, les résultats de mes recherches, convictions, autres. Vous en faites ce que vous voulez. Oui, c'est ça. André Berkoff, vous êtes un homme de la parole, vous êtes un homme de langage, du langage. Bergson dit que le langage trahit la pensée. Il souligne que le langage est impuissant face à la pensée, et donc il est coupable de ne pas énoncer la pensée. En quel sens, selon vous, pour vous, le langage serait-il coupable? Vous savez, je n'aime pas cette notion de culpabilité. Le langage, encore une fois, comme vous le savez, peut charrier tout et rien. Le problème, encore une fois, c'est une question d'exigence. Où mettez-vous le curseur? Moi, je crois que, écoutez, si je veux penser et transmettre, ça ne peut être que par le langage. Oui. Je n'ai pas de signes cabalistiques et de messages subliminaux, y compris ChatGPT, à faire passer. Oui. J'essaie de faire passer le mieux possible, le plus clairement possible, un certain nombre de choses. Et encore une fois, je peux me tromper complètement, mais au moins, j'aurais essayé de faire passer, et là le langage est fondamental, moi je ne crois pas du tout que le langage est coupable, tout dépend de comment vous l'utilisez. Oui, c'est ça. C'est ça le problème, c'est pas la culpabilité, c'est comment vous l'utilisez. Et vous pouvez tout à fait utiliser le langage qu'a démontré magistralement Orwell, 1984, le ministère de la guerre, c'est le ministère de la paix, etc., etc. Le langage peut être masque, Oui. peut être cache-sexe, peut être obscurcissement, peut être simulacre, et le langage peut être outil de vérité. Oui. Tout dépend comment vous l'employez. Alors, quelle est la part de liberté dans les médias? Je vous pose cette question parce qu'on entend souvent que les médias construisent la société, on entend souvent que les médias ont une grande part de responsabilité dans les élections Oui, du président, et etc. autres. Oui. Et autres. Quelle est cette part de liberté? Bon, je crois qu'il y a une part des médias, effectivement, mais je crois que chacun peut s'en extraire. Si vous voulez, l'histoire des médias, c'est très simple, je reviens à ce que je disais avant. Les médias qui suivent la doxa, la pensée unique, etc., ou des pensées uniques, il n'y en a pas qu'une, eh bien écoutez, vont faire tout, mais c'est encore une fois vieux comme le monde, et c'est pas nouveau, ça ne date pas des réseaux sociaux, loin de là, de faire adopter. Moi j'ai envie, par exemple, en 14-18, je n'étais pas né,
on racontait, j'ai regardé la presse de l'époque, on racontait que les Allemands mangeaient des petits-enfants et leur coupaient les mains. Enfin, je veux dire, c'est un exemple parmi des milliers. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. C'est vieux comme le monde, et voilà, donc à vous, encore une fois, à vous, quand je dis à vous, à moi, à chacun d'entre nous, encore une fois, d'exercer son esprit critique quand il lit, quand il regarde, quand il déchiffre quelque chose. C'est ça ou c'est pas ça. Là, vous allez me dire, oui, mais ça prend du temps, les gens n'ont pas le temps. Eh bien oui, mais ce temps, il est fondamental et il est précieux. Oui, c'est ça. Alors vous êtes un homme de radio, de médias, vous êtes aussi un grand écrivain. Vous avez publié plus de 40 livres. Quel regard avez-vous aujourd'hui sur la société française? La société française. Il y aurait de quoi faire 3 heures là-dessus, mon cher Emmanuel. Non, je crois qu'il y a ça, je crois que beaucoup s'en rendent compte. Il y a un vrai problème d'identité, un vrai problème d'être, un vrai problème de réhabiter. On habite où? Beaucoup de gens ne savent pas où ils habitent. Il y a un vrai problème de doute, il y a un problème social, il y a un problème de précarité, un problème de sécurité. Si vous voulez, aujourd'hui, il y a une rencontre, et à un moment donné, ça arrive, où on est, comment on va dire, avant la tranchée du nœud gordien. Il y a un tissu de contradictions énorme à tous les niveaux et à tous les étages. La France reste quand même un pays, honnêtement, quand on se balade, très agréable à vivre. C'est pas du tout ce n'est pas le Sahel, malheureusement, heureusement pour nous, malheureusement pour le Sahel, ce n'est pas un pays en guerre, enfin jusqu'ici, ce n'est pas... mais effectivement, c'est un pays qui a connu 1500 ans, 2000 ans d'histoire, et qui se demande aujourd'hui à quelle sauce il sera ou non mangé. Donc vous avez vraiment, et le doute, et ici ce n'est pas dans le doute abstiens-toi, c'est dans le doute agis. C'est-à-dire qui tu es, qui tu as envie d'être, comment tu as envie de demeurer, au sens le plus littéral du terme, ou pas. Et je crois qu'on est là, la société française étant dans une crise, véritable crise, mais vous savez, c'était Gramsci, le philosophe communiste Antonio Gramsci, qui disait que la crise, c'est quand le vieux n'est pas encore mort et le jeune n'est pas encore né. Et on est dans cet intervalle qui peut durer, voilà, ce qui n'empêche pas qu'on peut être optimiste et qu'on peut se battre. Plus que jamais, on peut se battre. Oui, quelle définition donnez-vous de l'identité? Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment cette question que beaucoup... Eh bien, écoutez, moi je dis simplement que nous avons le choix d'être comme les intégristes, des ânes à œillères, comme les êtres humains, des diamants à facettes. Si vous voulez, moi je fais la différence très très fort. Je peux être juif, indien, musulman, chrétien, etc. Mais la phrase fondamentale, je ne suis pas que. Vous n'êtes pas que indien, vous n'êtes pas que juif, vous n'êtes pas que arabe, vous êtes un condensé, une composante, chacun d'entre nous, de milliers de facettes qui représentent vous-même. Et votre spécificité unique, vous Emmanuel Leclerc, moi André Verkoff, et chacun d'entre nous. Oui. Ce qui est grave, c'est quand on se réfugie, quand on s'assigne soi-même à résidence sur une seule étiquette, une seule identité. Et là, alors moi je sais, moi je suis dans le bien, le cœur du bien, moi j'ai raison, les autres sont... Voilà. C'est ça. L'identité, c'est une identité multiple et plurielle, mais elle existe. Elle existe. Je suis fait d'un certain nombre de choses. Vous savez, c'est Jean-Paul Sartre à qui il demandait un jour, je me rappelle, c'était une chose qu'il avait lu il y a 25 ans. Vous savez, Sartre, vous avez écrit énormément de bouquins sur la liberté, mais si vous aviez à résumer en une phrase la liberté, qu'est-ce que vous diriez? Il a une phrase que, vraiment, dont je me rappelle parce que il dit, vous savez, la liberté, c'est ce que vous faites de ce qu'on a fait de vous. Vous n'avez pas choisi votre naissance, vous n'avez pas choisi votre enfance, vous n'avez pas choisi tout ça. Mais qu'est-ce que vous faites de ça? Qu'est-ce que vous faites de ce programme? Alors, soit il vous écrase, soit vous le rejetez complètement, soit vous le gérez et vous en faites ce que vous êtes aujourd'hui, ou demain, ou hier. Voilà. Je crois que c'est ça qui est important. C'est que si on se met sous la béquille
sous, pardon l'expression un peu vulgaire, le préservatif de l'étiquette, ça c'est le pire. Ouais. Parce qu'on s'enferme dans une espèce de, oui, de mouvement sectaire, en disant voilà, moi j'ai la vérité, vous êtes dans l'erreur, et on connaît le reste. Ouais, André Berkoff, vous avez beaucoup voyagé, vous avez une expérience de par votre profession. Quel regard avez-vous sur la culture en France et quelle définition donnez-vous de la culture? Y a-t-il une bonne, une mauvaise culture? Comment le... Je ne sais pas, non, vous savez, c'est difficile parce que la culture, aujourd'hui, c'est tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, on a agrandi le mot culture, ça va de la culture du haricot, enfin, j'exagère, mais à peine, à la culture du navet, et là aussi, au cinéma, malheureusement, le cinéma français, Oui. à part quelques exceptions, c'est pas ça. Non, je crois que, vous savez, je crois que c'était. Qui disait la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. C'est très joli, mais je ne me rappelle plus l'écrivain, il est très très connu, mais enfin bon, vous allez le retrouver. Moi, c'est très important, je dois vous dire. Moi, j'ai énormément lu dès mon jeune âge, c'est-à-dire que entre 14 et 25 ans, j'ai lu 3 bouquins par semaine. Ça a fait vraiment mon tissu, ça a fait mon tuf, ça a fait mes racines. Si vous me demandez qu'est-ce qui m'a le plus influencé, j'ai rencontré énormément de gens, célèbres ou pas célèbres, mais ce sont les livres. Moi, ce qui m'a vraiment, entre autres, construit, ce sont un certain nombre de livres que j'ai lus et qui ont vraiment changé ma vie, je peux le dire. Alors, il y a aussi évidemment des rencontres, il y a des voyages, il y a des expériences, des échecs, etc. Mais les livres ont joué un rôle, et jouent encore, un rôle capital dans ma vie. Vous pensez que les livres, alors ils jouent un rôle capital dans votre vie, mais avec les réseaux sociaux qui sont arrivés, cette émission est destinée aux étudiants, à la jeunesse d'aujourd'hui. Quelle réflexion pouvez-vous leur apporter sur les réseaux sociaux, maintenant sur ChatGPT qui arrive, où les étudiants ont de moins en moins de curiosité, il faut dire les choses. Oui, écoutez, s'ils ont de moins en moins de curiosité, tant pis pour eux. Moi, je pratique beaucoup les réseaux sociaux. Je ne suis absolument pas de ceux qui disent les réseaux sociaux, c'est la mort. Pas du tout. Parce que je vais vous dire pourquoi. Moi, issu papivore, génération papivore, j'ai grandi dans le papier. Et bien aujourd'hui, je suis beaucoup plus sur les réseaux sociaux que sur les journaux. Pourquoi? Pas du tout pour faire Jones ou pour faire moderne, mais simplement parce que les réseaux sociaux me renvoient à telle ou telle chronique, me renvoient à telle ou telle publication, etc. Et je dirais, moi, si j'avais quelque chose à dire aux jeunes, ou à tout le monde d'ailleurs, soyez sur les réseaux, mais surtout, lisez des livres. Lisez des livres. Je veux dire, si vous ne prenez pas le temps, eh bien le temps, il se vengera. C'est clair, vous voyez. Si vous n'avez pas le temps, eh ben, vous saurez ce que vous serez. Vous serez des quantités sympathiques, mais voilà, vous serez... Alors que vous serez, je veux dire, limité par un certain nombre de connaissances. Et je dis que je ne vois pas pourquoi on opposerait les réseaux sociaux à la culture de fond. Je veux dire, je peux avoir un temps pour les réseaux sociaux et un temps qui est essentiel pour la culture de fond. Oui. Donc les livres, donc peut-être les œuvres d'art, enfin, etc., etc. L'interview va bientôt s'achever, André Berkoff, mais quel lien faites-vous entre le journalisme et la philosophie? Peut-être pour vous aider, je vais vous citer Michel Foucault. Allez-y. Il dit que la question de la philosophie, c'est la question du présent qui est en nous-mêmes. La philosophie s'occupe de l'histoire du présent. Le journalisme s'occupe de l'histoire qui est à la fois du passé, du présent et du futur. Ouais, ça m'emballe pas beaucoup cette... Foucault. Oui, je sais, mais vous savez, moi, vous savez, j'ai toujours cette définition, il faut que je vous le dise, parce que vous parlez de Foucault. Je dis que c'est avec les vaches sacrées qu'on fait les meilleurs steaks tartare. Moi, je n'ai pas de divinité. Je n'ai pas, parce qu'on dit Foucault, on doit s'agenouiller en disant Saint Foucault, oui. Vous êtes grand et je suis son prophète. Non. Il n'y a pas de divinité, c'est très bien, mais si vous, journalisme et culture, non, moi je crois que vraiment, il faut le dire, la culture, c'est l'éternité, c'est l'immanent, c'est le présent, je dirais éternel, peut-être pas, mais enfin le présent constant, et le journalisme, c'est la piqûre de rappel. Et c'est très important d'avoir des piqûres de rappel au très bon sens du terme, hein, pas au sens covidien du terme.
Donc voilà, non, je crois que ça n'a rien à voir. Le journalisme, c'est très important, ça vous révèle, ça vous amène quelquefois, justement. Si je lis un article sur Hannah Arendt, ça me ramène à aller lire Hannah Arendt. Mais s'il ne m'amène pas à lire Hannah Arendt, j'aurais raté quelque chose. Voilà. André Berkoff, à tous les milliers d'étudiants qui vous écoutent aujourd'hui, quel message d'espérance pouvez-vous leur apporter? Écoutez, le message d'espérance est total. Moi, je suis un grand optimiste. Je dirais, je leur rappellerai la phrase d'André Malraux, une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Et si vous ne passez pas votre vie à essayer d'inventorier ce que vous êtes, si vous ne passez pas votre vie à essayer de reculer les champs du possible, si vous ne passez pas votre vie à vous chercher, non pas dans le fouillis masochiste d'une culpabilité quelconque, mais dans l'inventaire de vos aventures, de l'amour des autres, de l'intensité de la vie et de l'amour de la vie, on sait très bien, vous savez, Staline disait, oui, à la fin, il n'y a que la mort qui gagne. Non. Moi, bien sûr qu'on sait très bien que nous allons tous mourir. Mais la vie gagne. La vie est là, elle est là depuis, on ne va pas faire le compte, et bien elle sera là encore. À vous de faire ce que vous êtes, deviens qui tu es, ça reste extrêmement d'actualité. Devenir pour agir. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup André Berkoff de m'avoir reçu. Merci pour ces quelques moments de réflexion. Et permettez-moi de terminer par une citation qui, à mon sens, caractérise qui vous êtes et ce que vous êtes. Une citation d'Emerson qui souligne « N'allez pas où le chemin vous mène, allez au contraire là où il n'y a pas de chemin et laissez une piste. » Ah, je crois que c'est ce que vous faites. Écoutez, écoutez, je prends ça pour un compliment. En tout cas, si j'arrive à faire ça, si je fais ça, j'en serai comblé. Mais c'est effectivement, cette phrase, je la trouve magnifique et elle est effectivement un programme. En tout cas, c'est le programme sur lequel vous... Les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très bientôt. Merci de votre fidélité. Ciao, ciao.